L'architecture écologique. Pourquoi ne pas en parler avec une architecte qui exerce au sein d'une firme qui en fait depuis déjà quelques années? Donc, parmi les réalisations bien connues de la firme d'architecture Goulet et Lebel Architectes, ou les architectes Goulet et Lebel, je crois, il y a la maison R132, en tout cas qu'on surnomme comme ça, construite au jardin de Métis à une quarantaine de kilomètres de Rimouski. Donc, je vous présente Marie-Hélène Nollet. Bonjour. Bonjour Marie-Hélène, on va se tutoyer, moi on se connaît déjà un petit peu. Donc, dans un premier temps, j'aimerais savoir quel est le parcours qui t'a conduit à l'architecture, dans un premier temps, mais aussi à ce bureau-là et pourquoi à l'architecture écologique aussi? OK. Ben, moi, j'ai fait mon cours à Québec. J'étais au cégep. Puis, au cégep, j'étais perdue, là, comme la plupart des ados. Là, je savais pas trop où en aller. Puis, mais je viens d'une famille de bâtisseurs, de constructeurs. Puis, ma sœur était en génie civil. Je m'étais inscrite en génie civil. Je m'étais inscrite en architecture. Puis, quand j'ai reçu que j'étais acceptée en génie civil, je suis partie à brailler. Alors, j'ai su que c'était en architecture que je voulais en aller. Fait que là, je suis rentrée au bac en architecture à Québec. Puis, Okay. en 91, j'ai terminé. À cette époque-là, c'était un gros creux au point de vue professionnel. Il y avait vraiment beaucoup d'architectes qui étaient au chômage. Je dirais que dans ma promotion, là, on n'est vraiment pas beaucoup qui avons réussi à se trouver un emploi dans ces... Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis venue enseigner au cégep en technique d'architecture. Donc, en 91, j'ai enseigné ici jusqu'en 2009 avec quelques temps d'arrêt pour les enfants. Puis, à partir de 2009, j'ai transféré, j'ai laissé l'enseignement pour aller pratiquer, pour devenir architecte. Autrement dit, faire ma cléricature, faire mes examens et puis pratiquer l'architecture que je fais actuellement. Pour ce qui fait que, pour une des raisons pourquoi j'ai quitté, c'est parce que je voulais agrandir mon terrain de jeu. Là. Je voulais pratiquer beaucoup plus, davantage que l'enseignement. C'est les élèves qui m'ont amené à aller vers le bâtiment durable. Parce qu'il y avait la maison du 21e siècle, la revue, Oui. commençait à circuler, il y avait beaucoup de documentation sur Internet. C'était le temps des maisons aussi, je cherche le nom, avec la SCHL. Il y avait des concours, ils ont fait plusieurs maisons au Canada, là, je me rappelle plus le nom, là. Puis, là, c'était vraiment stimulant parce que c'était comme un nouveau champ qui se développait. Et puis, c'est les élèves qui m'ont demandé, ils ont dit, Marie-Hélène, on aimerait ça que tu nous parles de ça. Donc, j'ai commencé à faire le virage au département, à intégrer ça dans les cours de dessin, à intégrer ça avec les autres professeurs et faire le projet final du programme en faisant des maisons écologiques. Fait que j'ai fait mes classes en donnant mes cours. Puis, après ça, quand je suis allée pratiquer, je suis arrivée au bureau, j'ai dit, moi, je veux faire du durable. Donc là, j'ai embarqué dans le créneau co-construction. Oui. Vice-présidente du créneau co-construction. Donc là, je me suis vraiment ramassée avec les crackpots, là, tu sais, ceux qui... les rêveurs, c'est en fait ça ce qui me correspond. Puis là, on s'est mis à rêver, puis ça a été vraiment stimulant de voir de mettre ça sur pied, de faire des missions, de rencontrer d'autres gens, apprendre le lead comme il faut. Je suis allée à des Green Building Shows aux États-Unis pour le lead, pour vraiment faire le suivi des missions d'Europe aussi. Fait que, tranquillement, le réseau s'est construit. Ma réputation s'est construite en étant quelqu'un qui s'intéressait à ça. Et bien, le projet principal, c'est quand, avec le créneau co-construction, on a décidé de faire la maison, la vitrine d'excellence en éco-construction. C'est son vrai nom, mais c'est plus facile de dire la maison R132. Et là, à partir de là, ça a déboulé sur plein d'autres projets. OK, donc tu as vraiment participé à ce que le département de technique d'architecture prenne la tendance écologique? Oui, je suis l'initiatrice de ça. Ah oui, OK, c'est bien. Puis quand j'ai quitté, avec Isabelle Vizina, qui est prof en mécanique du bâtiment, cégep, nous, j'ai travaillé, j'ai fait un projet de recherche avec elle pour monter le cours de design intégré, puis qui se donne encore actuellement. Puis on a tout fait un scan des notions qui se donnaient dans chacun de nos départements pour identifier. On a demandé à chacun des profs, est-ce que tu vois telle notion de durabilité? Donc, quand on fait toute la liste des notions d'architecture durable, on s'est assuré d'avoir un portrait de ce qui se donnait actuellement, quand j'étais là, 2007-2008, pour être capable de dire, il vous manque telle notion. Il faut ajouter telle notion. Après ça, quand je suis partie, 1 an ou 2, ils ont refait le programme. Et là, ils ont créé un cours architecture durable pour
rajouter toutes les notions. Fait actuellement, le programme en technique d'architecture, il est très complet. Oui, c'est bien. Mais penses-tu que les autres programmes, est-ce qu'on a de l'avance à Rimouski ou les programmes ailleurs au Québec? Puisqu'il y a 2 autres cégeps, je pense, où ça se donne. Il y a Trois-Rivières, je pense, qui est quand même assez en avance. Chicoutimi, mais on a été dans les premiers. Oui, OK. Les premiers, oui. Avec ça, parallèlement, excuse, ça pétasse parce que j'ai un chauffe au bois. Parallèlement à ça, il y a formation continue. Oui. Eux ont commencé à faire le cours dans lequel vous êtes actuellement. Ouais. C'est ça. Moi, Isabelle plus que moi, on a aidé, orienté les grandes lignes au début. Puis quand je me suis mis à pratiquer, je me suis retirée ça parce que je n'avais pas le temps de donner tout. En guise d'introduction, avant de parler un petit peu plus de la vitrine d'excellence, oui. Comment, dans ta pratique, là, tu dois le voir, comment est-ce que le bâtiment écologique se porte? Comment dire, est-ce qu'il y a de la demande? Comment que ça se passe un petit peu? On est en train d'assister, si on prend une courbe exponentielle, au début, ça a commencé, là, ça fait 15 ans, on va dire. Ça fait un bout de 15 ans que ça roule. Même un peu plus, là, mais on est rendu à LEED 4, puis avant, il y avait LEED 2009, puis il y a eu bien d'autres versions. Là. Passivor, c'est connu, Living Building Challenge, BOMA, il y a toutes les certifications, on est dedans. Point de vue résidentiel, tout comme l'alimentation bio, les gens maintenant sont vraiment éduqués. Donc, ce que tu fais dans ton cours, ce que Écohabitation fait, ce que le Cégep fait, ça commence à porter ses fruits. Parce qu'on assiste à un changement de génération au point de vue des habitations. Les jeunes veulent avoir des bâtiments performants. Les baby boomers qui vendent leur maison au bungalow, qui veulent soit agrandir ou s'en construire une autre, ils veulent un bâtiment performant. Le message de performance énergétique par rapport au coût d'électricité, c'est rentré. Tout comme le message manger bio parce que sinon, ça allait être malade. On assiste au début de ça. Parce que là, Claire Sirois, qui est directrice au Créneau Éco-Construction, elle me le dit, les gens, il y a un besoin. Il y a un besoin, là, c'est en train de se concrétiser, quand même bien. Point de vue résidentiel, il y a tout le temps des récalcitrants, il faut toujours en avoir. Puis même au point de vue commercial et institutionnel. Institutionnel, c'est plus difficile. Point de vue commercial, municipalité, ça va bien. Le rôle de Sécobois est important. OK, oui. Voir vert, ça a un rôle hyper important. Oui, c'est une belle vitrine Internet, ça aussi. Communication. Tout repose là-dessus. Oui, c'est ça. Hein. Puis comme il y a plusieurs personnes qui poussent dans cette direction-là, tu viens d'en nommer plusieurs là, dans les dernières minutes, ben tous ces gens-là ont parfois un public cible différent, mais ça fait un éventail plus grand. Là. Il y a beaucoup d'accès. Quelqu'un qui Google bâtiment vert maintenant, il y a quasiment trop. Tu passes plus sur des farfelus, tu arrives sur quasiment... il y a des extrémistes, mais il y a plus de choix en tout cas. C'est ça, c'est démystifier ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Là. Ouais. Dans la technique de l'enveloppe et dans toutes ces affaires-là. Oui. Ben, allons voir justement dans la vitrine d'excellence, la maison R132. Parle-moi de l'origine du projet. Moi, de mon côté, avec Isabelle, quand on faisait le cours de conception intégrée, on rêvait puis on disait ce serait vraiment le fun de pouvoir faire un bâtiment qui met vraiment concrètement les notions théoriques qu'on étudie puis qu'on voudrait faire de notre côté. De notre côté, Pierre Etcheverry, avec Contact Signature, avait des intentions aussi de participer à un projet similaire. D'un autre côté, Marie-Hélène Banville, qui est technologue en architecture chez Groupe Architecture Banville, a toujours été impliquée dans le développement de l'éco-construction. Et moi, j'étais vice-présidente au Créneau Éco-Construction. Donc, on s'est rassemblés ensemble et j'ai présenté le projet au Créneau. Sur une feuille 8,5 je vais toujours m'en rappeler, à la main, en petit croquis, pour expliquer, mais nous, on veut faire une vitrine d'excellence, puis on veut inclure les fabricants régionaux. On est une équipe d'experts, on a besoin d'argent, première partie, pour qu'on puisse réfléchir au projet sur sa faisabilité. Donc, le Créneau nous a appuyés. Fait qu'on a travaillé, on a fait une première partie, et puis là, on a fait tout le scan des potentialités, puis là, on était une gang d'idéalistes ensemble. Le problème, c'est qu'on n'avait pas de terrain. Ouais. Puis on n'avait pas de propriétaire. On faisait face à un problème, ça nous prend quelqu'un qui va prendre la responsabilité légale
de ce bâtiment-là. Et c'est là qu'on a su qu'Alexander Efford au Jardin de Métis avait l'intention de faire, de se positionner. Il a toujours été avant-gardiste, hein, de se positionner là-dessus. Et donc, on a été mis en contact. Et là, on est tombé dans la phase 2, qui était la conception du bâtiment. On a demandé le créneau à plein d'autres. Nous, les industriels, les professionnels, on a investi en temps. Ouais. Okay. On payait pour faire la maison, dans le fond. OK? Fait que là, ça a continué comme ça. Là, puis ça a pris son élan. Ça, je dirais que vers 2012, ça a commencé. OK. Puis, bien, évidemment, ça prenait un promoteur, un propriétaire qui allait avoir, mais ça prenait le terrain parce qu'on conçoit en architecture idéalement selon le terrain. Oui, c'est ça. Ça prenait le terrain, mais le terrain allait avec le propriétaire, dans le fond. Oui, bien, c'est ça. Il fallait faire attention parce qu'on avait aussi le ministère MDEIE qui finançait. Donc, il y avait des attentes gouvernementales, ministérielles assez élevées. Là. On travaillait MDEIE, c'est quoi? Ministère Développement économique et importation. Ah, OK. Donc, c'est eux qui étaient la grosse source de financement? Pardon? C'était eux qui étaient la principale source de financement? C'est eux qui étaient en arrière du créneau. C'était pas nécessairement le principal. OK. Il y avait aussi fédéral, un autre financement fédéral. Il faudrait que je regarde dans ma présentation, je ne le sais pas par cœur. Ça, c'était un gros bailleur de fonds. La Caisse populaire était un gros bailleur de fonds. Ah oui, OK. On en a eu plusieurs. Fait que Sarah Landry, qui était directrice du créneau à cette époque-là, elle s'occupait du montage financier. Fait qu'on s'est ramassé une grosse équipe. La finance, l'architecture, la mécanique du bâtiment, la mise en valeur, les cohabitations dans le portrait. C'est venu gros rapidement. C'était un gros paquebot, là. Oui, bien justement, est-ce que ça a été planifié par processus de conception intégré? Oui. Oui. On a fait la conception pendant 1 an. OK. Bien, parle-moi un petit peu des contraintes organisationnelles. C'était ma première expérience. On était un groupe, comme je disais, de vraiment très volontaire dans l'exercice. Donc, on s'est ramassés ensemble. Moi, j'étais l'architecte en chef. C'est une de mes forces de planifier à long terme le développement de projet. Fait on s'est comme mis des balises, des étapes. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a scanné toutes les certifications qu'il y avait à l'époque. On a comparé HQE avec LEED. On a comparé Passive House, du Living Building Challenge. On a tout regardé les certifications. Puis on s'est dit, bon, mais qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on garde pas? T'sais? Donc, ça a été une première étape, ensemble. Des exigences, on a soutiré les stratégies potentiellement applicables. OK, ouais. Exemple, on a fait une réunion sur l'eau. C'était juste l'eau. Comment on traite l'eau? On la récupère-tu? On la traite-tu? Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau? L'autre après, c'était le chauffage. Ça a été... On mettait un poêle à bois ou pas? Je pense qu'on s'est testé pendant 3 mois pour savoir si on mettait pas de poêle à bois. Moi, j'en mettais un. L'ingénieur mécanique disait qu'il n'y en avait pas de besoin. Et il avait raison, il n'y en a pas de besoin. C'est à peine si les plaintes électriques à l'étage fonctionnent. Fait qu'on a fait ça pendant 1 an, tout scanner les stratégies durables pour arriver avec nos intentions, avec le LEED aussi, on voulait être les platines, tous les pointages de LEED qu'on voulait. Après cette étape-là, on s'est mis à faire la conception. Conception du bâtiment. Bâtiment compact, l'orientation, on a analysé le terrain, l'enveloppe, quelle enveloppe qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'était des grosses discussions. Fait que ça a duré 1 an et demi facile. Oui, OK, parce que là, vous n'étiez pas à temps complet, puis vous avez du temps que vous consacriez bénévolement là-dedans, puis il fallait réussir à réunir tout ce monde-là. Ça faisait partie de mon travail. Non, c'était sous les heures de travail, mais c'était toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Ouais. Le temps qu'on progresse. OK, moi, je fais ça, moi, je fais ça, moi, je fais ça. On se répartissait l'ouvrage. Puis, une fois qu'on a tout fait l'esquisse, qu'on a fait le plan, il a fallu qu'on coupe parce qu'on n'avait pas eu budget. On avait choisi l'enveloppe double, ossature double. Et on a choisi d'être le plus bois possible, une enveloppe perspirante. Autrement dit, pas d'isoclade à l'extérieur, aucun produit de pétrole dans le bâtiment. Ouais. Pas d'isolant extrudé, pas d'isolant. Je me rappelle pas c'est quoi le nom. Expansé au lieu d'extrudé? Oui, c'est ça, l'isolant expansé plutôt qu'extrudé. Puis, il y en a un paquet de stratégies, là.
Vous allez la voir? Comment Oui, oui, moi je la connais assez par cœur. Les étudiants, quand c'est local, on essaie d'y aller. Là, quand c'est le cours d'architecture d'intérieur, on y va. En technique d'architecture, je ne le sais pas, là, mais dans le cours de bâtiment durable, lui, c'est souvent des gens de l'extérieur. Donc, la majorité des étudiants sont à Montréal, fait qu'on les fait pas venir jusqu'à Rimouski pour visiter la maison. Là. Je présume les stratégies? Ah oui, oui, on regarde les stratégies. Dans certains cours, on peut même regarder un peu comment cette maison-là a été faite. Là, non, mais là, veux-tu que là, je te les résume, les Ah stratégies? oui, oui, c'est ça. Allons-y avec les contraintes physiques peut-être qu'il y avait, point de vue matériaux, équipements. Les stratégies vont aller de pair, je crois. Oui, on s'est orienté franc-sud. On a décidé de faire un bâtiment solaire passif avec une enveloppe double ossature. Donc 2 par 4, un espace 2 par 4, 11 pouces de cellulose injectée à une pression de 3 livres. Après ça, donc on avait 0 pont thermique à part le contreplaqué du plancher. Ce qu'on a décidé aussi, ce qu'on n'a pas refait d'ailleurs sur l'autre projet, c'était notre mur intérieur était porteur. Ah oui, oui. Extérieur. Ça a occasionné que mon contreventement, il était à l'intérieur, puis j'ai pas aimé ça. Quand c'est le temps de faire le giclage, ça a été tannant, là, tu sais. Puis étant donné que c'est un bâtiment c'est une maison, mais en même temps, c'est un bâtiment public parce que c'est un centre d'interprétation, ben là, les exigences structurales étaient beaucoup plus élevées. Donc, on a eu beaucoup plus de contreventement à l'intérieur que ce que prévu. Je n'étais pas contente. Je suis rentrée et j'ai vu le paquet d'OSB, ces murs. Là, fait que c'est ça. Fait qu'on a isolé la cellulose. Après ça, on a une dalle chauffante au glycol alimenté électrique. Ben, c'est le glycol, là, mais la puissance, c'est électrique. On a quelques plaintes à l'étage et plaintes radiantes. On est solar ready. Autrement dit, on n'a pas mis de panneaux solaires parce qu'on a tassé toutes les stratégies qui étaient trop techniques. Notre objectif, c'est qu'on voulait faire une maison que les gens qui rentrent se disent en sortant, hey, oui, moi, je serais capable d'avoir cette maison-là, puis oui, je serais capable de la gérer techniquement. L'affaire la plus compliquée, c'est l'échangeur d'air et la dalle chauffante. Oui, OK, tout le système. Maintenant, s'avère pas pertinente à utiliser dans une maison solaire passive. Pas une dalle de béton. C'est trop long avant d'atteindre la chaleur. Il faut que tu sois tout le temps là-dedans. Le différentiel est trop lent avec une dalle chauffante. Il faut que tu sois en continu. C'est un peu comme les foyers de masse. Oui, ils deviennent un peu en compétition avec la part solaire qui est directe. Puis si ton plancher est déjà chaud, ton plancher est plus capable d'absorber ce que le soleil voudrait bien. Hein. C'est ça. Fait que Isabelle, qui est prof en mécanique du bâtiment, là, a dit c'était pas nécessairement un bon choix la dalle chauffante. À part ça, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est pour l'énergie. Bon, c'est certain on a des toilettes 3 litres. Toute la robinetterie est à faible débit, évidemment. Tous les appareils électriques sont, un terme, j'ai un blanc de mémoire. Énergie Star? Énergie Star. Les fenêtres sont en bois recouvert d'aluminium extérieur vert triple. Le calcul de la position du LOI sud-nord a été calculé différemment de est-ouest pour optimiser le gain solaire du côté sud. 60% des fenêtres. J'ai fait cette conférence-là, je ne sais pas combien de fois. Hein. Les fenêtres du côté sud, France-Sud, dans des grandes fenêtres. Du côté ouest, on n'a pas de fenêtre parce qu'on ne voulait pas avoir de surchauffe. On n'aime pas ce soleil-là, même s'il est beau, mais au point de vue performance, il est dur à gérer. Oui, mais s'il est en fin de journée, celui-là. Là. La maison est déjà chaude de sa journée. Ou quelque chose, là, tu sais, pour gérer ça. Quasiment pas de fenêtre au nord non plus. Les portes sont en bois massif et là, je vais rentrer dans le bois. Ossature en bois, revêtement extérieur bois, barbe d'eau de cèdre, toutes les composantes extérieures sont en mélèze, les terrasses sont en mélèze, là. Les terrasses sont en mélèze striées, comme sur les quais. À l'intérieur, tout le bois naturel est huilé. On est recouvert de trembles huilées blanchies. On a du bois torréfié. On a du l'érable. À l'étage, c'est de l'érable, du bois franc d'érable huilé. Les marches d'escalier, c'est du bois franc huilé avec du torréfié en contre-marche. Les mains courantes, c'est en érable. La cuisine, c'est des panneaux de massif en érable. Tout le bois, on a mis du bois à grandeur. On a une dalle de béton poli aussi pour capter le soleil. Qu'est-ce qu'on a à part ça? Un échangeur d'air très performant avec thermopompe, récupération 75%. Par ça, c'est pas mal ça. Oui, tu as un récupérateur aussi de chaleur des eaux ménagères, là, des eaux ménagères. Hein? Un récupérateur de chaleur des eaux de drainage.
Oui, on a un power pipe pour récupérer l'eau du bain et de la douche à l'étage seulement. Ça marche pas. Puis aussi, on a une colonne de radon. Ah oui, OK, oui. Ça, maintenant, c'est dans les bâtiments résidentiels. C'est exigé maintenant, là. Ben, au moins, il n'est pas nécessairement exigé, mais il est maintenant exigé qu'on ait prévu la facilité de rajouter un... En dessous de la dalle, il faut que tu fasses ton conduit. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à part ça aussi? Ben là, c'est juste parler de l'architecture. Tout le mobilier a été choisi en fonction du tissu. Aussi les contenus recyclés. Les éclairages, il y a quelques éclairages qui sont tout au LED. Certains éclairages sont faits, c'est une artisane qui est faite avec des CD recyclés, des gros pots maçons recyclés, pots maçons recyclés, tu sais, il y a des belles affaires. Puis toutes les, Alexander, c'est un collectionneur de bois. Les ustensiles, les assiettes, les verres, les chaises, la table, tout est en bois. C'est magnifique parce que c'est vraiment un ode au bois. Ouais, moi, ce que j'ai remarqué en entrant dans la maison, c'est que on a une impression d'air frais. Même s'il ne fait pas froid, il ne fait pas chaud, l'air est frais dans le sens qu'il sent, ça sent rien, ça sent frais. Parce que les produits, les peintures, c'est de la peinture récupérée ou de la peinture sans COV. Tous les produits de finition, même pour la finition du béton poli, il faut mettre de quoi dessus, là. Ouais. Ça aussi, c'est à base d'eau. Donc, on a tout fait le contrôle de toutes les fiches techniques pour LEED, là. Oui, c'est exigé. Et ça paraît tout de suite. J'ai fait un autre bâtiment dans le même sens qui était à ossature double où ce qu'on a appris à appliquer, c'était en même temps qu'à 132. On a appris les mêmes principes. OK? Moi, je rentrais sur le chantier quand on a cleané, c'est la dernière journée après avoir fait le vacuum, là, la purge qui est demandée. Ça sentait rien. Puis, un mois après, je suis retournée parce que les clientes avaient loué, c'était des logements qui meublaient eux-mêmes. Puis, ils avaient meublé avec la mélamine. Quand on rentrait dans le logement, là, c'était épouvantable. C'était ça que ça sentait, là. Odeur. Et ça prend 1 an avant de s'évacuer. Oui, ça c'est le perceptible parce que l'urée qui se dégage des mélamines, ça peut durer jusqu'à 5 ans. Surtout en milieu humide, là. C'est ça. Ouais. Fait que moi, ça m'a vraiment convaincu quand j'ai vu ça. Ça fait un tour à peu près des stratégies qu'on a faites à 132. Est-ce que durant le chantier, il est survenu des adaptations qu'il a fallu faire? Le fameux contreventement intérieur, là, ça a fallu qu'on shoote la cellulose par l'extérieur à travers le Tyvek. J'ai pas aimé ça. Fait que ce qui fait que j'ai fait une thermographie après pour m'assurer que tout était bien scellé. Que la cellulose, il y en avait partout. Ça a été une des affaires. La dalle, on a eu un bris dans le conduit quand on a coulé la dalle parce qu'il y avait beaucoup de gens qui visitaient le chantier, puis on avait nos conduits puis notre armature. Puis pourtant, on faisait des petits chemins, mais tu sais, on faisait des visites de chantier puis des conférences pendant le chantier. Puis une fois, il y a un matin, l'entrepreneur il est arrivé, puis le contremaître, puis il a vu que on a réussi à sceller un tuyau juste avant de couler la dalle de béton. Parce que ça n'aurait pas été fun, ça. Puis à part ça, bon, des petits détails, je m'en rappelle plus vraiment. Ça a quand même bien été. On avait un super entrepreneur, Camco, et surtout un très bon contremaître qui a vraiment pris ça à cœur. Parce que quand tu fais du projet lead, là, non seulement il faut que tu gères les fiches techniques, dans tes choix de produits, ça c'est une chose. Choisir les produits quand tu fais des plans, puis après tu as l'entrepreneur, ce qui te met dans les dents. OK? Là, il faut que tu regardes. Mais c'est pas ça que j'ai demandé. Mais oui, mais c'est équivalent. Non, c'est pas équivalent. C'est tous tes critères. Fait que ça, il y a tout ce suivi-là. C'est Marie-Hélène Banville qui a fait ça. Moi, je faisais la surveillance de chantier. J'allais sur le chantier, puis je faisais des suivis avec Marie-Hélène. Moi, je checkais toute la construction selon les plans. Puis ça prend... LEED est très exigeant sur les détails de finition de bois, le fameux un pied. Il est exigeant sur les détails d'insertion de fenêtres, comment on a tout le scellement au périmètre des ouvertures. Il va venir faire, avec Novo Climat, va venir faire le test d'infiltrométrie aussi. Fait que ça aussi, il a fallu ils sont venus faire le test, puis on n'avait pas atteint notre 1.5, là. D'étanchéité, de renouvellement d'air, là. C'est ça. Et là, on a scanné toute la maison après, là. On a tout scanné, puis on a scellé comme il faut, puis on l'a eu.
OK. Il a fallu faire un dernier round là, pour s'assurer que l'étanchéité était bien. Oui, donc ça se trouve, là, quand il y a des fuites et qu'on n'a pas notre taux, là, il y a moyen de faire le tour et d'essayer de le trouver. Là. Puis moi, personnellement, l'équipe, on aurait visé plus que ça. Mais on a réussi à avoir un point 5. Oui, OK, c'est bien. Est-ce que du temps de réalisation, finalement, ça a donné quoi à peu près du début de la conception à la livraison, là, l'accès au public? Ça a ouvert le 4 juin 2015. On a commencé le chantier en octobre 2014. OK. On a fait les plans printemps-été 2014 parce qu'on a fait une première appel d'offres, c'était trop fort, il a fallu qu'on retravaille les plans. Puis, ça veut dire que une fois que la conception était terminée, donc le concept établi, que les sous on est allé chercher les sous parce que après ça, là, il ne faut pas oublier, parallèlement à ça, il y a tout le démarchage auprès des fournisseurs. C'est toutes nous autres on s'est tapé ça, là. On a tout appelé les fournisseurs, veux-tu participer, veux-tu participer? Ben oui, pour essayer d'aller chercher des commanditaires là, de plus. Oui, avec des fiches d'inscription, des formulaires. Après ça, il fallait qu'on leur dise s'ils étaient éligibles ou pas, dans le sens, ton produit, c'est désolé, tu veux participer, mais ton produit n'est pas écologique. On peut pas le faire. Ça, c'était pas évident, là, de dire non à tout le monde. Ou bien, il y en a qui voulaient participer, puis il fallait qu'ils altèrent un petit peu ou qu'ils modifient. Ça leur a bénéficié, ça leur a upgradé leur produit. Puis, donc, on a travaillé beaucoup. Ça a été vraiment long. Marie-Hélène Banville, moi, Sarah Landry, José Forêt, Isabelle Vézina aussi, j'ai oublié du monde, les ingénieurs, Mathieu Wallet. Toute l'équipe, on s'est vraiment donné à fond là, pour toute les LED a été fournie par Fortran. Ça donne une idée, tout l'éclairage. Ah, c'est bien. Quand on va dans la maison, on voit, il y a une feuille que j'ai faite, là, on voit tous les fournisseurs, là, au-dessus de 50 fournisseurs. Avec chacun, on a dealé. Avec chacun, on a validé leurs produits. On a tout fait nos plans avec ça. Est-ce que tu as un exemple de ce que tu disais tantôt, qu'il y a des fournisseurs qui ont pu adapter leurs produits pour les améliorer? Te souviens-tu d'un cas? J'essaie de me rappeler. Je sais qu'il y en a. Surtout la finition du béton. OK. Ça, c'est vraiment plus Marie-Hélène Banville qui serait meilleure pour répondre à cette question-là. Dans le béton, est-ce qu'il y avait des ajouts cimentaires, des éléments de remplacement? On a réussi à mettre de la cendre volante. Oui, OK. De la poussière de verre, un des deux, dans le béton. Mais étant donné qu'on a coulé, qu'on était avancé dans le temps, là, dans l'hiver, on n'a pas pu en mettre autant qu'on pouvait. Ça dépendait aussi de la capacité du sol, en tout cas. Il faut faire attention, là, parce que le transport du béton, la distance du transport, ça influence quand tu mets du... Oups! Excuse-moi, c'est le chat qui passe devant. C'est pas moi qui disparais. Puis, que je voulais dire, donc, c'est ça, le temps de livraison du béton, quand tu remplaces ton ciment Portland, ça a une influence. Fait que faut qu'il calcule la distance. Ah oui, OK. Parce que ça va changer la vitesse là, pour que le béton prenne. Oui, c'est ça. Il y a une espèce de recette chimique. Fait qu'on a travaillé beaucoup avec le fournisseur de béton pour avoir notre recette optimale qu'on voulait. On a travaillé beaucoup aussi avec Miralis pour la cuisine, pour avoir les produits, le fini qu'on voulait. Crème Tech, on a fait faire du bois lame l'école, les Bégin pour le fournisseur, tu sais. C'est ça. Il y en a plusieurs. Point de vue du public, accès du public, est-ce que tu as certains retours? Est-ce que tu as Première année, 15 000 personnes. Deuxième année, 15 000 personnes. Cet été, 17 000 personnes. Ah, c'est bien. Dans le fond, tous les gens qui vont au Jardin de Métis ont une entrée à la maison R132. Oui, la majorité doivent en profiter. Oui, parce que quand ils arrivent, il y a un guide, les jeunes guides, et souvent c'est des étudiants en technique d'architecture, qui font faire le tour, qui répondent aux questions. De un. De deux, la maison est placardée de panneaux d'interprétation qui expliquent tous les principes. Fait que si ça ne te tente pas de te faire expliquer, tu préfères lire. Tous les principes de durabilité sont expliqués dans même la maison. Quand tu te promènes, il y a des petits tags avec un œil. Ça veut dire souvent sur des armoires. Tu ouvres l'armoire, puis en arrière, il y a de l'information parce qu'on voulait pas. Notre défi, c'était de faire une maison qui répondait à tous nos critères, nos exigences de durabilité.
qu'il y en avait beaucoup, LEED, Nouveau Climat, Passivhaus sans la certification, parce qu'on n'était pas capable de se payer les fameuses fenêtres qui coûtent très cher, OK? Puis, et Alexander Rafford, c'est quelqu'un qui a un sens esthétique très aigu. Il y a beaucoup de goût et il voulait qu'on soit capable de faire vraiment des photos architecturales design. Ça veut dire que tu ne veux pas voir des pancartes partout, hein? Non, c'est ça, oui. Donc, il fallait travailler subtilement sur la façon de faire ça. Je pense qu'on a bien réussi. Oui, pour que la maison ait de l'air d'une maison habitable ou habitée. C'est ça. Plus que d'un centre d'interprétation qui éloignerait un peu l'effet du réel que les gens auraient en visitant. Hein. Le commentaire que les gens disent en sortant, c'est « Ah, moi, oui, je pense que j'aimerais vraiment ça voir une maison. » Ils sortent tous de l'emballé en se disant « Oui, moi, je resterais dans une maison comme ça. C'est parfait. Oui, c'est bien. L'effet est réussi. L'effet est réussi, oui. Après cette expérience-là, qu'en tires-tu comme conclusion, si on veut, personnellement et professionnellement? Ben, c'est que on nous a beaucoup attirés au début pour le bâtiment durable avec la grosse techno, là, hein, l'éolienne, Habitat 07. Hein. C'était des types d'ingénieurs, ça, de performance énergétique machine. Ça, c'est bon pour les gros bâtiments. Les bâtiments d'une certaine échelle où ce que tu peux pas appliquer le solaire passif. De façon, à moins que tu fasses un mur lubie, un panneau solaire, une grande vitrine, un grand mur rideau ou une double peau en verre pour capter la chaleur. Mais tu es tout le temps encore dans du gros calcul mécanique. Ah ouais. Tu es tout le temps en train de contrebalancer la charge, le calcul des charges en fonction des pertes pour les fenêtres, puis ce que tu gagnes. C'est un trip d'ingénieur, c'est correct, ils sont là pour ça. Puis ce que j'ai aimé, moi, ce que j'aime avec l'architecture durable, c'est que les ingénieurs en mécanique et les architectes doivent vraiment travailler ensemble. Les ingénieurs en mécanique sont devenus aussi créatifs que les architectes. Là, il reste les ingénieurs en structure. Il faut qui avancent. Mais le bois lamelé-collé fait ce job-là. Ça stimule les créatifs. Le bois lamelé-collé stimule les créatifs en génie civil. Donc, on est vraiment dans une étape là, dans une époque de créativité très, très grande en architecture. Je me considère très chanceuse de pratiquer à cette époque-là. Puis les jeunes, puis le monde qui s'intéresse dans le domaine, là, écoute, on est en pleine effervescence. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que pour faire de l'habitat, de l'habitation, le plus simple possible, l'isolation, il faut isoler. Pas 2 pieds de large, là. 11 pouces, 11 à 12 pouces, un pied, là, ou différentes compositions. Exemple, un 2 par 6 avec un 2 par 4. Ça peut être pas obligé d'être en cellulose, ça peut être en laine ordinaire. Le fameux panneau Eco R4 de l'intérieur, c'est très bon, très, très bon comme produit avec un 2 par 6. C'est déjà, on atteint Nouveau Climat 2. Nouveau Climat 2 est déjà plus que ce que le code exige. Donc, Nouveau Climat 2 va amener les nouvelles réglementations du code, du prochain code. Mais la seule affaire, bon, sur-isolation, orientation sud, solaire passif le plus possible, fenêtre performante le plus possible, étanchéité, matériaux perspirants dans l'enveloppe, ça veut dire qu'on se tasse là, le fameux isolant rigide, là, même s'il est expansé. Extrudé ou expansé, même s'il est extrudé, moi, personnellement, je ne le mets pas. Je ne mets pas d'isolant du côté extérieur pour m'assurer que ma vapeur d'eau va sortir. Je ne veux pas de pas arrière dans mon enveloppe. J'applique ça au mur, j'applique ça au plafond, c'est plus facile. Puis, tout ça, c'est des choses qu'on fait, c'est facile à faire. Pas un entrepreneur qui va dire non, je ne fais pas ça, je ne suis pas capable de faire ça. Oui, c'est pas du mécanique, il n'y a pas trop de calcul d'ingénieur à mettre là-dedans. Ou... La performance de l'échangeur d'air qui est importante.